Madame, Monsieur, bonsoir. La sécurité en question dans les aéroports français. 23 Algériens se sont évaporés dans la nature lors d'une escale à l'aéroport de Marseille. Embarras à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône et ouverture d'une enquête administrative. Les inondations, l'eau s'est retirée aussi vite qu'elle était arrivée dans les départements de l'Ouest. Stabilisation et même légère décrue dans les Ardennes. En revanche, de très grosses inquiétudes aux Pays-Bas. Les digues gorgées d'eau menacent de céder. La rencontre historique entre les numéros 1 de la CGT et du CNPF, le début du Ramadan, également dans cette édition du sport avec les championnats d'Europe de patinage artistique, premier résultat mitigé pour Philippe Candeloro, la nouvelle défaite de Marc Pajot dans la Coupe de l'América et à la fin du journal Jessie Norman à Paris pour fêter en chanson les 70 ans du chef d'orchestre Pierre Boulez. Les grosses difficultés dues aux intempéries concernent moins ce soir la France que les Pays-Bas. On continue dans certaines régions du pays d'évacuer la population. Les dernières images avec Anne Mourgue. Groesbeek, au sud-ouest d'Amsterdam. Ici, l'eau a repris ses droits. À perte de vue, des fermes englouties, villages abandonnés, désertés, comme une multitude de petites îles. Sur des kilomètres, plus un habitant. Il y a quelques jours encore, ils cultivaient ici leurs champs, des terres gagnées sur la mer. À 10 km de là, l'eau n'a pas encore atteint les habitations, mais la population a reçu ordre de partir, fuir, loin de l'eau qui menace. On entasse l'indispensable, quelques provisions, quelques couvertures. Ici aussi, les digues menacent de s'effondrer. C'est l'ensemble des polders qui pourraient alors être inondés. Mais beaucoup refusent de partir, comme cette femme. Elle craint les pillages, se dit plus en sécurité chez elle. Depuis le début des inondations, plus de 250 000 personnes ont quitté leur maison, le plus grand exode depuis 40 ans. La plupart sont hébergés provisoirement dans des centres d'accueil, des gymnases, un lit, un repas chaud, un endroit au sec. En Hollande aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont les pieds dans l'eau. Même la reine Béatrix a chaussé les bottes en caoutchouc pour se rendre sur les digues. Ces fameuses digues sont en fait les derniers remparts contre l'inondation des villes par les eaux de la Meuse et ces digues sont gorgées d'eau, fissurées en plusieurs endroits. Des milliers de secouristes ont engagé une véritable course contre la montre pour essayer de les renforcer. Un travail harassant suivi par nos envoyés spéciaux Christophe Tortora et Roger Mathurin. Tenter d'empêcher par tous les moyens la moindre brèche dans les digues. Au milieu de la journée, à Ochten, un village au centre-est de la Hollande, les militaires ont repéré l'une de ces digues de 200 mètres de long sur le point de céder. Alors, les hommes du 101e régiment de tanks, spécialement mobilisés depuis plusieurs jours, ont bataillé de longues heures contre l'eau. À l'aide de sacs de sable, ils ont consolidé la berge. Nous espérons arrêter l'eau, c'est un endroit dangereux ici. Vous avez bon espoir de l'arrêter? Bien sûr. En cas de rupture, la ville, située à 4 mètres en dessous du niveau de la rivière, serait noyée en quelques heures. Par précaution, les 5000 habitants ont donc été évacués. Nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de dire aux gens de rester chez eux alors que la digue peut céder. Ce qui nous préoccupe, ce sont les vies humaines. Alors, de nombreux habitants fuient les zones à risque. Les autoroutes surchargées qui mènent au nord du pays contrastent avec les rues des villes, totalement désertes. Les zones qui doivent être évacuées avant demain matin ont encore été augmentées. C'est pour notre propre sécurité que nous devons partir. Au total, près de 225 000 Néerlandais ont déjà dû ou sont sur le point d'abandonner leur maison, toujours menacés par les eaux. Christophe Tortora que nous retrouvons en direct de Nijmegen aux Pays-Bas. Christophe, est-ce que ce soir l'eau des rivières continue de monter? Écoutez, la crue du Waal, la rivière qui coule ici, devait atteindre son maximum dans la soirée, mais les fortes pluies qui tombent ici risquent encore d'aggraver la situation. L'état d'alerte maximum est donc maintenu dans toute la région. Les digues menacent de céder d'un instant à l'autre, la pression est très forte et ces digues sont très faibles, elles sont touchées par l'eau à longueur de journée, elles risquent de céder d'un instant à l'autre. C'est les plus fortes inondations qu'il y a ici depuis 40 ans. 225 000 personnes ont déjà été évacuées, le nombre le plus important depuis 40 ans d'évacuation ici en Hollande. Est-ce que l'on peut
peut évaluer les conséquences si ces digues précisément cèdent dans les heures qui viennent? Écoutez, si ces digues cèdent dans les heures qui viennent, les maisons qui se trouvent à 4 mètres en dessous du niveau des rivières vont se retrouver à 4 mètres noyées sous les eaux. Évidemment, les dégâts seraient considérables, mais ce seraient que des dégâts matériels, puisque toutes les personnes ont été évacuées. Merci beaucoup Christophe pour toutes ces indications. Les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne, la Belgique et maintenant l'Irlande sont touchés par des pluies diluviennes. Le point avec Alain Douveski. En Belgique, une lente décrue s'amorce. Voici des images de Flandre orientale prises aujourd'hui. Dans les Ardennes belges, le niveau d'eau a baissé de 46 cm en 24 heures. La Belgique a prévu l'équivalent de plus de 300 millions de francs français pour constituer un fonds d'urgence. En Allemagne, le Rhin baisse également, après avoir atteint son plus haut niveau depuis 1926. Ici, à Cologne, la situation reste critique. De nombreux habitants des quartiers inondés attendent la décrue pour rentrer chez eux ou bien aller dans les bars. Le gouvernement propose d'affecter 30 millions de marks, soit 110 millions de francs français, pour des prêts aux victimes des inondations. En Irlande, le bassin de Shannon est inondé. De mémoire d'Irlandais, on n'avait jamais vu ça. La quantité de pluie tombée ces derniers jours est le double de celle mesurée habituellement à pareille époque. La situation en France maintenant, la Meuse qui cause depuis plusieurs jours des dégâts considérables dans le département des Ardennes s'est stabilisée. On peut même parler par endroits d'une légère décrue, ce qui n'empêche pas les équipes de secours de travailler d'arrache-pied. À 20 km de Charleville-Mézières, 2 énormes barges menacent de se décrocher et de tout emporter sur leur passage. Sur place, Thierry Curté et Pascal Caron. Fumay, en aval de Charleville-Mézières. C'est la relève pour ces 30 pompiers volontaires. Ils étaient venus prêter main forte à leurs collègues. Ils sont remplacés par 32 sapeurs venus eux aussi des Vosges. Après une installation sommaire, c'est le tour des difficultés locales avec le gradé responsable. Il y a des barges qui ont été mal amarrées, qui ont dérivé dans le courant, avec une grue dessus, un bateau de plaisance derrière. Alors nos missions ce matin ont consisté, avec l'aide du génie, de les mettre donc en sécurité, avec les cordages que les plongeurs ont été amarrés sur les barges. Une centaine de militaires du génie, aidés par 22 plongeurs commandos, se sont employés toute la matinée à fixer ces 2 barges. Il y avait urgence, elles n'étaient retenues que par 2 amarres usagées. Emportées par le courant très fort dans cette vallée encaissée, elles auraient défoncé tous les ponts situés en aval, et ce jusqu'à la frontière belge. 6 heures de travail acharné au moment où la crue était la plus haute. La mission aurait dû se faire par hélicoptère, mais une brume très épaisse en début de matinée l'a empêché de décoller. La tournée d'inspection continue. Le pousseur, le remorqueur de ces 2 barges, une vingtaine de tonnes à lui tout seul, était parti à la dérive durant la nuit. Il a été amarré 2 km plus bas. La petite ville de Fumay a elle aussi ses quartiers inondés. Ces irréductibles accrochés à leur maison. De jour comme de nuit, les pompiers patrouillent. On est tout le temps. Même la nuit, même le soir, tard? Il y en avait tout le temps, toute la nuit, on entendait toute la nuit. Ah oui. Après son tour d'inspection, le lieutenant Richard a maintenant une idée plus précise de ce qu'il attend. On peut trouver des fois des citernes à fioul retournées qui peuvent couler doucement, lentement, et ça produira donc des pollutions dans les rivières. La pollution sera en effet l'un des gros problèmes durant cette décrue, mais elle réservera à coup sûr aux pompiers bien d'autres surprises. Dans les départements de l'Ouest maintenant, l'eau se retire aussi vite qu'elle était arrivée. L'heure est au nettoyage et à l'inventaire des dégâts dans la Sarthe, en Ille-et-Vilaine et dans le Maine-et-Loire. Autre conséquence, et nous terminerons par là ce tour d'horizon, dans toute la Normandie, des dizaines de milliers de personnes sont privées d'eau potable, tout simplement parce que les stations d'épuration sont hors service, elles aussi sont inondées. Valérie Astruc et Jean-François Beck. Bretteville-sur-Lèze fait partie des 37 communes du Calvados à être privées d'eau potable. Depuis 3 jours, les habitants sont obligés de se ravitailler à la caserne des pompiers. La compagnie des eaux locales a entreposé là des stocks de bouteilles. Chez les habitants, pas question de boire l'eau du robinet, on l'utilise seulement pour les tâches ménagères. Ma femme s'en sert un petit peu pour laver les légumes. On la fait bouillir pendant 6 minutes. Pour s'en servir après. On la laisse refroidir et puis on s'en sert après. Dans la région, 100 000 habitants sont touchés.
La cause de tous ces ennuis, les intempéries de la semaine dernière. Il s'agit certainement de problèmes d'eau de ruissellement qui sont venus se mélanger aux eaux souterraines de bonne qualité, en faible quantité certainement, mais qui ont provoqué ce léger trouble de l'eau. Alertée la semaine dernière, la DAS surveille donc tous les jours la qualité de l'eau. J'ai fait une mesure de chlore résiduel, c'est-à-dire du désinfectant qui est dans l'eau. La coloration permet de montrer le niveau de chlore qui est de 0,7, c'est-à-dire beaucoup plus élevé que la moyenne normale. À 10 km du village, les puits et les réservoirs à l'origine de la contamination car vulnérables aux fortes pluies. Les bactéries se sont écoulées dans la vallée et l'eau trouble est arrivée à Bretteville. Voilà, je vous rappelle que demain, toute la seconde partie de notre édition sera consacrée à ce problème des inondations. Nous serons en direct d'un peu partout en France, dans l'ouest, dans l'est, mais également des Pays-Bas pour suivre le développement de la situation. Et toutes les explications vous seront données sur les façons notamment d'être indemnisés. La surveillance, l'aéroport de Marseille, sur lequel il y a un peu plus d'un mois s'était terminée la prise d'otage de l'Airbus d'Air France. Le commandant de bord et tout son équipage, aujourd'hui remis de leurs émotions, ont été récompensés pour leur comportement héroïque pendant ces 54 heures de cauchemar. Anne Poncinet et Michel Levasseur assistaient à la cérémonie. Remettaient leur uniforme d'Air France pour la première fois depuis le vol Alger-Paris du 24 décembre dernier. Autour du commandant de bord, Bernard Delem, tout l'équipage moins une personne, toujours hospitalisée. Nous ne les avions qu'entreaperçus à leur descente d'avion, ce 26 décembre 1994, au milieu des passagers, des visages fatigués, d'otages tout juste libérés. Hier soir, ils étaient souriants pour recevoir l'hommage des représentants de l'aviation française. Tous ici, qui volons quotidiennement, nous nous sommes posé la même question. Quelle aurait été notre attitude en pareille situation? On a fait notre métier, on l'a fait bien, on est fiers de nous et on remercie ceux qui nous remercient. Je n'en tire aucune gloire, non, je suis tout à fait moi-même. Très heureuse d'être sur le plancher des vaches. Et vous, madame? Moi, je ne me sens pas non plus différente, non. Je me remets bien, ça va, tranquillement. Ça ne va pas changer quelque chose dans l'organisation de votre vie? Non, je ne pense pas, non. Non, pourquoi? Se remet, oui, tout doucement. Il y a tout de même encore des séquelles, plutôt la nuit, style cauchemar, où le film se redéroule. Voilà, mais autrement, dans la journée, ça se passe à peu près bien. Certains déclarent qu'ils n'hésiteront pas à retravailler sur la même ligne, d'autres qu'ils ont peur de revoler. Un mois après, chacun surmonte à sa manière l'épreuve de ces 3 jours de détournement. En marge de cette cérémonie, une question, la surveillance dans les aéroports français est-elle suffisamment efficace? Gros embarras à Marseille après la disparition rocambolesque de 23 Algériens. Lundi, le vol Alger-Varsovie fait une escale imprévue à Marseille. 23 passagers disparaissent alors que ces dernières semaines, les mesures de sécurité ont été renforcées. L'enquête sur place de Yannick Aroussi et Jean-François Giorgetti. Un seul mot d'ordre pour les autorités aujourd'hui, le silence. Une enquête administrative est ouverte, il faut attendre ses conclusions avant d'en dire plus sur la disparition de 23 passagers du vol Alger-Varsovie. Lundi matin, le Boeing 727 d'Air Algérie connaît un problème technique et demande l'autorisation d'atterrir à Marseille pour réparer. Les 71 passagers sont alors débarqués et dirigés en bus vers la zone internationale de l'aéroport. 2 heures plus tard, au moment de repartir, 23 personnes manquent à l'appel. Elles ont réussi à franchir la frontière et à s'évanouir dans la nature. La police de l'air et des frontières n'aurait pas été prévenue par la compagnie de cette arrivée imprévue de passagers, mais Air Algérie estime avoir respecté la procédure. Aucun des immigrants clandestins n'a été depuis interpellé. La police les recherche mais ne semble pas les considérer comme dangereux. Cet incident représente un sérieux accroc au système de sécurité de l'aéroport qui a été renforcé depuis le détournement de l'Airbus d'Air France en décembre dernier. Oui, un nouvel assassinat en Algérie aujourd'hui, celui d'un collaborateur de la télévision algérienne, assassiné ce matin près d'Alger. 5 minutes de silence. 5 minutes de silence observées à la mémoire des 42 victimes de l'attentat d'avant-hier en plein centre d'Alger. Toutes les sirènes de la ville avaient retenti pour inviter la population
à se recueillir. Les soldats russes à la poursuite des résistants à travers toute la Tchétchénie. Une ville où s'étaient réfugiés des habitants de Grozny a été bombardée aujourd'hui. Mais en Russie, les militaires opposés à cette intervention prennent de plus en plus de poids. À leur tête, le général Lebed, sans doute l'officier le plus populaire de l'armée russe. Il y a quelques mois, il n'avait pas hésité à traiter Boris Yeltsin, le président, de Minus. Dominique Derda et Jean-François Bernigaud l'ont rencontré. Tiraspol est bien loin de Grozny, et ces soldats qui s'entraînent sur des cibles en carton ne sont guère pressés de partir en Tchétchénie. C'est d'ailleurs peu probable. Leur commandant en chef, depuis le début de la guerre, ne cesse de dénoncer cette offensive qu'il dit criminelle et stupide. Le général Alexandre Lebed a un physique de boxeur et une voix qui porte bien au-delà de la petite Transnistrie. D'autant qu'il ne mâche pas ses mots pour dire tout le mal qu'il pense des stratèges de Moscou. Quelqu'un dans l'entourage du président a dû malencontreusement lui suggérer une petite guerre pas chère, rapide comme l'éclair et victorieuse, afin d'améliorer son image et pour se prouver à soi-même et prouver au monde entier ce dont on était capable. On a vu le résultat. Alexandre Lebed est un homme qui dérange et ce n'est pas par hasard si au printemps 92, on exile à Tiraspol ce jeune héros d'Afghanistan, au parler un peu trop franc. Moldaves et russophones se font la guerre depuis des mois. Lebed, très vite, parviendra à apaiser les tensions et à imposer une paix fragile, mais durable. Son prestige ne fait que grandir au sein de l'armée et de toute la Russie. Déjà un an auparavant, il avait refusé de se joindre aux putschistes, de tirer sur son propre peuple. Mais aujourd'hui, il affirme n'avoir plus rien à dire à Yeltsin, qui à l'époque pourtant incarnait l'espoir d'une Russie démocratique. On prétend que nous sommes passés du totalitarisme à la démocratie, mais en fait rien n'a changé. L'État est toujours dirigé par ceux qui le dirigeaient auparavant. Ceux qui avaient dans la poche leur carte du parti et qui l'ont jetée à la poubelle au moment opportun pour hisser ensuite leur drapeau démocrate. Ils sont toujours au pouvoir. Le bouillant général qui fait trembler le Kremlin jure ne pas avoir d'ambition politique. Il reconnaît pourtant être très sollicité par des candidats de tous bords aux futures élections présidentielles. Avant d'ajouter, je suis de ces chats de gouttière qui aiment se promener seuls. Il pourrait donc bien un jour décider de se lancer dans une nouvelle bataille. Cette fois, ce serait lui qui tiendrait la baguette et imprimerait la cadence. Mais l'heure n'est pas encore venue, dit-il, de quitter Tiraspol. Pas encore. Dernière information à l'étranger, en Grande-Bretagne, le pays est gagné par une vague de protestations contre l'exportation d'animaux vivants. Cela dure depuis plusieurs semaines. Vous le voyez sur ces images. Des manifestations qui ont fait aujourd'hui une première victime dans la région de Coventry. Une femme a été tuée par un camion transportant des veaux. Le camion l'a renversée au moment où cette dame essayait de lui barrer la route de l'aéroport de la ville. La politique française maintenant, est-il possible de rapprocher militants chiraciens et baladuriens par les temps qui courent? Dans la circonscription de Michel Alliot-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, Michel Alliot-Marie qui a décidé de ne pas choisir entre les deux candidats, on a tenté l'expérience aujourd'hui sous les yeux de Chantal Quimerlin et Bernie Mériot. Il est certes plus aisé de tirer les rois que de se choisir un candidat. Pourtant, d'emblée, les deux meneurs de la section basque ont annoncé la couleur, celle de la différence. Il y avait d'un côté le plus jeune, un RPR fort loquace et dynamique. Je m'engage derrière Jacques Chirac, je vous engage à venir me rejoindre. Et de l'autre, un RPR plus âgé, plus rond et tranquille. Le cœur s'est penché pour Jacques Chirac. Pour moi, la raison est plus importante. Pour moi, la raison, c'est Édouard Balladur. Au cœur du débat, pas d'affrontement. Pour les militants, avoir deux candidats, c'est avoir deux méthodes pour faire la même politique. La plupart a déjà choisi celle qui leur convient. On est nombreux, notamment beaucoup de jeunes, à soutenir Jacques Chirac. J'ai longtemps pesé le pour et le contre, mais il a gagné ma confiance. Jacques Chirac, Jacques Chirac. Quand on est au RPR depuis des années, depuis 20 ans, choisir entre deux RPR, c'est un déchirement. Ils sont RPR tous les deux, c'est ça le problème.
Car plus intimement, les militants RPR savent déjà ce soir que cette réunion est leur dernière réunion unitaire avant les présidentielles. Entre nous, on va s'engueuler de temps en temps. C'est le mot à dire. Mais quand il faudra voter, au deuxième tour, je pense que tout le monde va savoir se rassembler. Il va y avoir des prises de bec, hein, ça c'est sûr. Mais ça se calmera. Ça se calmera parce qu'au deuxième tour, on va tous se rallier. Nous pouvons perdre les élections si nous continuons comme ça à nous disputer entre nous. C'est complètement ridicule. Et à défaut d'avoir élu un seul homme, les militants RPR de Biarritz iront chacun de leur côté faire campagne pour le candidat de leur choix. À gauche, le problème est finalement à peine différent. À 2 jours du vote des socialistes pour choisir celui qui les représentera, Pierre Mauroy, qui vote lui Lionel Jospin, accuse Henri Emmanuelli de faire courir un grand risque au parti, que le PS ne soit pas au deuxième tour de l'élection. Selon 2 sondages de la Sofres et de l'Institut CSA, Henri Emmanuelli, mais aussi Lionel Jospin, seraient devancés par Jacques Chirac au premier tour. Lionel Jospin qui aurait toujours, selon l'Institut CSA, la sympathie de 52% des socialistes contre 28% à Henri Emmanuelli. Roland Sicard. Henri Emmanuelli a déjà passé son costume de candidat. La légitimité de premier secrétaire, c'est ça. Que se produisent des inondations et le patron du PS peut aller témoigner de la solidarité des siens, comme n'importe quel prétendant à l'Élysée. Seulement, entre l'activité de premier secrétaire et celle de candidat à la candidature, Henri Emmanuelli veut faire la différence. Alors, pour parler du parti, c'est dans son bureau qu'il faut aller. Plus que jamais, il défend le bien fondé de sa démarche. Je pense que si je n'avais pas été candidat, il y aurait aujourd'hui beaucoup de candidats. Et j'ai craint qu'on revive un pré-congrès. Ça, c'est l'aspect interne. Et par rapport à l'extérieur, je pense que si on n'oppose pas une dynamique de rassemblement à M. Balladur, ce sera difficile. Lionel Jospin, lui, ne va pas sur le terrain. Sa campagne, il ne veut la faire que dans le parti et sur les plateaux de télévision ou de radio. Mais dans son entourage, on monte au créneau. Hier, c'était Pierre Mauroy, qui ne croyait pas Henri Emmanuelli capable d'aller au deuxième tour. Et aujourd'hui, stupeur, on apprend que comme à droite, il y aurait eu aussi à gauche un contrat. Le contrat était clair. Il y a quelques mois, Henri Emmanuelli doit s'occuper du Parti socialiste, les militants, le candidat à l'époque Jacques Delors, et aujourd'hui Lionel Jospin doit être capable de rassembler, et notamment de rassembler les Français autour de lui. Conclusion, à 2 jours du vote des militants, le face-à-face Jospin-Emmanuelli prend tournure et la tension monte. Et le risque, les 2 hommes le connaissent, laisser des cicatrices que la campagne électorale ne pourrait effacer, les socialistes n'en ont pas vraiment besoin. Enfin, une confirmation, les élections municipales auront bien lieu les 11 et 18 juin prochains, c'est officiel. Et pour l'élection municipale de Lyon, l'UDF a proposé hier soir le nom de Charles Millon et le RPR ne s'y est pas opposé. Au chapitre social, une rencontre historique aujourd'hui à Paris, le chef de file de la CGT reçu par le patron des patrons, CNPF, après 17 années pendant lesquelles les 2 organisations s'étaient plus ou moins boudées. Yannick Letranchant, Claude Barnier. Chronique d'une rencontre tant annoncée. La CGT visite le CNPF au petit matin. On n'avait pas vu cela depuis 17 ans. La faute à qui? Louis Vianney a bien sa petite idée. Chaque fois que le CNPF a demandé à la CGT de venir pour discuter des problèmes qui concernent les salariés, nous avons toujours affirmé notre disponibilité pour discuter. La rencontre se veut historique, la poignée de main forcément symbolique, donc à ne pas manquer. Est-ce que vous pouvez vous resserrer la main? Nous n'avons pas eu la photo. Jean Gandois, Louis Vianney version 95, François Sérac, Georges Ségui version 78. La salle est la même, les thèmes n'ont pas changé, emploi, sécurité sociale et temps de travail, tour d'horizon bilatéral avant la grand-messe. Il y a matière à une rencontre avec toutes les organisations syndicales. Je vais y réfléchir avec elles pendant les prochains jours. Cette fois, patronat et syndicats sont au moins d'accord sur un point, occuper le terrain social avant la présidentielle. L'actualité judiciaire avec à Quimper, dans le Finistère, l'ouverture du procès d'un lycéen de 17 ans. Il y a 1 an et demi, il avait tué d'un coup de pistolet un camarade après des mots échangés pendant un cours de gymnastique. Caroline Laudrin. Durant 4 jours, les portes de la cour d'assises des mineurs de Quimper demeureront fermées. Seuls les proches pourront assister au débat. À l'intérieur, Farid face à ses juges. Il avait à peine 17 ans lorsqu'en septembre 93, il se dispute à la sortie d'un cours avec David. Une simple altercation qui va tourner au drame lorsque 2 heures plus tard, sans raison apparente, Farid rejoint David à l'arrêt de bus et le tue en pleine poitrine.
Farid est connu dans l'établissement comme un élève à problème qui se bat volontiers. Comme pour impressionner les autres, les forcer au respect, il porte sous son blouson un pistolet à grenaille. David, à l'inverse, est brillant, sérieux, et tout semble lui réussir. Je crois que la famille de David veut d'abord parler de lui, faire connaître à la cour quel jeune homme il était, quel adolescent il était, quels étaient ses goûts, quelles étaient ses aspirations, quelle était sa personnalité, comment il se comportait. Je crois que c'est quelque chose qu'on lui doit. Durant ce procès, l'avocat général tentera de définir s'il y a eu ou non préméditation dans l'acte meurtrier de Farid. Seul son statut de mineur peut lui faire bénéficier d'une peine allégée, comme le prévoit la loi. Une statistique certainement méconnue, l'alcool tue 6 fois plus en France que les drogues illicites. 2 millions de personnes seraient dépendantes de l'alcool et 5 millions sont classées dans la catégorie des buveurs excessifs. Exemple et reportage avec Florence Bouquilla et Claude Barnier. Assieds-toi. Non, qu'est-ce qui t'amène? Des soucis. Plus de travail, j'en ai marre de l'hôtel et puis voilà. Plus de travail. Bah ouais. Je me suis laissé emporter par les événements. C'est-à-dire? L'alcool. Et comme à chaque fois, quand il a un problème, Chérif se réfugie ici, au centre d'alcoolologie de Cergy-Pontoise. Là où on ne va pas le juger, mais tenter de le comprendre et donc de l'aider. Ceux qui poussent cette porte ont jusqu'à présent essayé de noyer dans l'alcool leur détresse, souvent sociale. L'alcool, un réflexe qui survient de plus en plus tôt. Il touche des jeunes, souvent très jeunes, de moins de 20 ans, pour qui l'alcool est un moyen est en fait un loisir et une occupation. Des jeunes qui sont assez désœuvrés, assez perdus dans des banlieues où le tissu social s'est désorganisé et pour qui l'alcool est un moyen d'obtenir des sensations qu'ils ont du mal à obtenir dans un univers qui leur propose assez peu de perspectives. Placé en foyer lorsqu'il était enfant, Chérif a très vite compris que l'alcool donnait des couleurs à la grisaille quotidienne. À partir de 14 ans, je suis rentré dans l'hôtellerie. Les soucis, j'ai commencé à boire comme ça en fait, avec les soucis de famille. Vous viviez quoi à l'époque? De la bière. À 36 ans, Chérif gagne 2500 francs par mois avec un contrat emploi solidarité. Sa chambre d'hôtel lui coûte 2200 francs. Il vit séparé de sa femme et de son fils. En fait, ce que vous cherchez, c'est être dans un état second. Voilà, un état d'oubli. Sachant pertinemment que le lendemain matin, le cafard sera encore plus gros que celui de la veille. Plus on boit, plus on se sent perdu en fait. Et ça amène à vraiment des envies de cafard suicidaires, comme si on n'allait jamais s'en sortir, quoi. C'est comme si vous étiez au fond d'un trou et puis vous essayez de regarder le jour en l'air. Aujourd'hui, les centres d'alcoolologie veulent attirer l'attention sur ce qu'ils appellent les nouveaux alcooliques. Ils sont souvent jeunes et boivent des alcools forts, un comportement proche de celui des toxicomanes. La fête maintenant, la fête pour 4 millions de musulmans qui vivent en France et qui s'apprêtent à fêter le début du Ramadan. Mais une polémique oppose depuis plusieurs jours les imams entre eux pour savoir à quelle date exacte devait commencer ce Ramadan. À Lyon, Françoise Vallée et Cyril Monnier. Quiconque verra de ses yeux la nouvelle lune devra jeûner ce mois, dit le Coran. C'est donc la lune qui décide du premier jour du Ramadan, mais tout dépend de l'endroit où l'on se trouve. Alors, certains suivent les Saoudiens qui ont commencé hier, d'autres la mosquée de Paris, d'autres encore ne regardent que la lune. Les gens qui font une journée avant ou une journée après, c'est juste pour avoir le monopole ou le pouvoir, où ils essayent d'attirer plus de gens vers eux, plus de musulmans. Mais nous en France, je pense qu'on est assez grand en France pour pouvoir regarder la lune et faire notre Ramadan à nous. Pour eux, le Ramadan est avant tout un mois de prière et d'abstinence, un devoir religieux. C'est un mois de méditation, de recueillement spirituel, de prière, d'invocation, d'incantation, de rapprochement vers son Seigneur. On ressent un petit peu plus la présence de la famille, justement. Et c'est de là que par une certaine force interne, je dirais, qu'on n'acquiert que par le jeûne. C'est se priver non pas de rien que de manger et de boire, mais aussi se priver de faire du mal à autrui. Un mois de paix, disent les musulmans. Alors ce soir, à la mosquée de Lyon, ils vont prier pour les victimes de l'attentat d'Alger.
L'actualité sportive maintenant avec à Dortmund au championnat du monde de patinage artistique, Philippe Candeloro sur l'éternelle musique du parrain. Il a donc entamé la compétition par un programme technique mitigé. Il n'est pour l'instant que 3e. Laurent-Frédéric Bollet et Alain Dubas sont sur place. Au son des cloches, Philippe Candeloro est donc entré en scène. Il avait tiré au sort le dossard 5, si l'on peut dire, en tout début de compétition. Pas un désavantage, mais pas un avantage non plus. Le premier saut, comme toujours, est vital. Philippe réussit ce triple axel en combinaison. L'essentiel est fait et pourtant, rien n'est parfait non plus. Philippe patine toujours sur le thème du parrain, mais le programme techniquement n'est plus le même. De plus, Philippe a changé de patin il y a 15 jours à peine. Toutes les conditions ne sont donc pas optimales. Compte tenu de sa forme et du contexte, Philippe n'a rien à se reprocher. Il n'a pas fait de faute, il a tenu son rang, mais il a été un peu moins brillant que d'autres. À l'arrivée, le sourire se fige un peu à la lecture des notes. Philippe est à ce moment premier, mais il ne va pas le rester. Le programme était peut-être moins vécu, avec moins d'émotions, mais bon, avec ce que je faisais à l'entraînement ces derniers temps, je ne pouvais pas espérer beaucoup mieux. Donc faire ce que j'ai fait aujourd'hui, pour nous, impec. Arrive alors un jeune prodige. Ilya Kulik, 17 ans seulement, champion de Russie cette année. Programme technique parfait, plein de vie et de jeunesse. Kulik, pour sa première compétition à ce niveau, frappe très fort. Ce visage d'enfant a déjà marqué les esprits. Et puis ça n'est pas tout. Voici Vyacheslav Zagoroniuk, l'Ukrainien vice-champion d'Europe en 94. Lui aussi est éblouissant, lui aussi passe devant Candeloro. Oui, aujourd'hui à Dortmund, les patineurs venus de l'Est étaient là pour retrouver leur suprématie. Et puis une nouvelle déception pour le défi français dans la Coupe de l'América. Marc Pajot ne navigue plus sur France 2 mais sur France 3. Et cela ne l'a pas empêché de perdre la 7e régate à San Diego en Californie. Christophe Duchiron et Frédéric Basile. Tu dis des bêtises? Je ne dirais aucune bêtise. De bon matin, de bonne humeur, Christian Karcher, l'un des deux winchers de l'équipage. Il est 8 h à San Diego, ils sont déjà tous sur le pont. Avant de partir, le bateau, c'est le bureau des vérifications. Les 4 manivelles de winch, je les ai comptées, elles sont en place. Les manivelles de winch de spare, elles sont derrière dans les lots de Bastac, celui qu'on a vu avec les bouts de blanc. Les 3 manches hydrauliques, je les vois d'ici, 1, 2, 3. Les bouteilles d'eau, les fameuses avec les petits, et elles sont là, Thierry les a mises. Avant de partir, on se répartit le travail. Il y a ceux qui apportent les voiles, il y en a un qui continue de vérifier. Les coudes de génois, elles sont là. Bras de spi, ils sont là. Celles de spare, ils sont en dessous. Il manque plus que des couteaux à mettre. Ben, je t'abandonne, je vais mettre les couteaux. Salut. Au départ, les Français avaient le couteau entre les dents. En haut de l'écran, ils sont les plus rapides en action, avec 4 petites secondes d'avance. La bonne surprise du début de régate, c'est la bonne tenue du bateau. France 3 domine One Australia au passage des 2 premières bouées. Pas de quoi s'emballer, mais ces quelques secondes de différence font quelques instants de bonheur. Le problème, c'est que ça ne va pas durer. Les Australiens négocient au mieux une bascule de vent que les Français maîtrisent mal. Résultat en quelques centaines de mètres, plus d'1 minute de perdu, jamais retrouvé. N'empêche, après la course, Pajot n'était pas mécontent de son nouveau bateau. On a vraiment le sentiment que le point faible du vent arrière est parfaitement comblé. Maintenant, on reste à optimiser le bateau et à valider ses performances avec un peu plus de vent ou alors avec moins de vent, où il semble que face à cet Australien, on avait peut-être des difficultés. 1 minute et 27 secondes d'avance sur la ligne, les Australiens l'emportent, les Français essayent de garder le moral, même si ça n'est pas toujours facile. Il y a eu, je crois, une petite perte de confiance compte tenu du premier round-robin difficile. Je crois qu'en tous les cas, ça reste très soudé et cette première manche va dans le bon sens, même si c'est encore une défaite. Malgré le nouveau bateau, Pajot et ses hommes ont encore perdu, pourvu qu'ils ne perdent pas espoir. Voilà, 8e régate ce soir contre les Japonais de Nippon. Ce n'est de toute façon pas en bateau que vous pourrez en une fraction de seconde partir à des millions d'années de la Terre. Et pourtant, la solution, elle existe. Elle est dans Stargate, un film de science-fiction qui sort aujourd'hui. Jean-Jacques Dufour. La porte des étoiles, c'est le mystère des pyramides revu et corrigé par les Américains. De la science et de la fiction, plus de fiction que de science, normal, c'est un film de divertissement. Putain, c'est géant. Question, et si les pyramides avaient été construites par des extraterrestres? Restez ici et tirez sur tout ce qui bouge. C'est clair, Roland Emmerich ne fait pas dans le genre intimiste. Il l'avoue, son truc, c'est plutôt le grand spectacle et les effets spéciaux.
I like stage, I like sets. I like that movies can create something which is not in reality there. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les ordres sont simples. Détecter toute possibilité de danger. Et ça y ressemble. Le serrurier du film, l'égyptologue, rêveur et coincé qui réussira à déchiffrer la formule magique ouvrant la porte des étoiles, c'est James Spaden. Je crois que mon personnage est celui d'un homme qui est resté à ses enfants pour continuer à rêver, pour poursuivre ce rêve et essayer de le transformer en réalité. Du rêve à la réalité, cette aventure le révélera à lui-même et lui permettra de s'épanouir vraiment. Comme quoi il suffit de pas grand-chose pour trouver la félicité. Ouvrez la porte des étoiles, faites un petit voyage sur une planète gouvernée par un tyran, mi-dieu égyptien, mi-homme, et essayez ensuite de revenir. Attention, ça c'est le plus compliqué. Là-bas, ils ont une fâcheuse tendance à piquer les clés des voyageurs égarés. Voilà, et c'est avec une voix que nous refermerons cette édition, la voix de Jessie Norman. La diva américaine est à Paris pour fêter les 70 ans du chef d'orchestre Pierre Boulez. C'est ce soir au Théâtre des Champs-Élysées. Jessie Norman, parfaitement à l'aise dans tous les répertoires. Georges Bégou et Pascal Pueyo. C'était en 89, vous vous souvenez, pour le bicentenaire de la Révolution. Jessie incarnait Marianne, elle chantait l'amour, l'amour de la patrie. L'amour est la grande affaire de sa vie, elle le chante sur toutes les gammes, avec le romantisme d'un Francis Poulenc, par exemple. Les chemins qui vont à la mer ont gardé de notre passage. Voilà donc Les Chemins de l'amour, le titre de ce disque. Mais il y a plusieurs formes d'amour qui sont représentées. Ah oui, il y a beaucoup de formes d'amour, oui, c'est ça. Par exemple, celui de Carmen. Celui de Carmen, c'est pas la même chose quand on chante Le Chemin de l'amour. C'est pas Carmen de tout. De tout. Dirigée par Ozawa, elle incarne l'impétueuse gitane en dialogue avec les chœurs de Radio France. J'ai commencé à chanter dans des églises, pas aussi grand comme Notre-Dame, mais quand même dans des églises. Et comme ça, quand je chante dans des églises, je suis vraiment très confortable. Pour moi, c'est tout à fait normal, tout à fait. Le chant sacré, le gospel, autre image de l'amour que Jessie exprime le plus naturellement du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Après la météo de Sophie Davant, le retour de l'Instit et de Gérard Klein à 20h50. Le dernier journal vous sera présenté vers minuit moins 10 par Catherine Sellac. Demain à 13h, Daniel Bilalian, et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée.